Voilà. Donc, je suis très content d'être là et je vais vous présenter quelque chose qui est pas enfin, qui correspond pas à ce que j'ai pu, au thème sur lesquels j'ai le plus publié au cours des dernières années, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'explore avec beaucoup d'intérêt et donc j'aimerais partager avec vous cet intérêt en espérant vous emmener dans une direction qui est, à mon avis, encore un petit peu différente de ce que vous avez pu écouter, moi aussi, au cours de l'après-midi et de la matinée. Alors, juste pour commencer, donc voilà, c'est un travail exploratoire. Je suis au courant d'un certain nombre de failles et vous pouvez en mettre en lumière d'autres. Je n'ai pas de choses à imposer avec confiance. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille en littérature. Je viens de l'informatique et des sciences cognitives, de la linguistique, mais j'essaie d'appliquer des outils, comme Vincent l'a dit, d'intelligence artificielle, de machine learning, de statistiques, pour exploiter des données linguistiques ou d'autres types de données dans le champ des sciences humaines. Et je vais essayer de vous présenter en particulier un ensemble de méthodes qui peuvent nous permettre de travailler avec des œuvres littéraires en essayant de prendre un peu des chemins de traverse ou des nouvelles directions. Voilà. Donc, je vais d'abord faire une petite introduction sur des approches quantitatives pour essayer d'étudier la structure des œuvres littéraires. Et puis, je vous parlerai après de comment on peut essayer de s'y prendre en essayant de faire ça de façon détaillée. Comment on peut essayer d'utiliser un grand modèle de langage pour regarder à quel point un protagoniste dans une histoire est actif ou passif. Voilà. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, j'essaierai d'inclure d'autres dimensions qui peuvent venir structurer une histoire, d'autres choses qu'on peut mesurer essayer d'estimer avec de grands modèles de langage. Et puis, je conclurai par une discussion et quelques perspectives. Voilà. Donc, pour la première partie, question très, très générale pour démarrer. Comment est-ce qu'on construit une histoire? Et si vous êtes un écrivain et que vous êtes en train d'écrire un roman ou une histoire courte, une nouvelle, comment est-ce que vous vous y prenez? Quelles recettes, quelles approches vous pouvez employer pour vous aider à écrire quelque chose d'un certain nombre de mots qui va raconter une histoire de façon convaincante et qui va rencontrer un public de lecteurs? Si vous vous intéressez à une structure narrative qui a différentes dimensions, comment est-ce qu'elle se déploie au cours du temps? Si on pense aux événements qui se produisent, si on pense aux protagonistes, aux actions qu'ils réalisent, aux émotions qu'ils peuvent éprouver, comment est-ce que ça évolue dans le temps, au cours de l'histoire, et soit dans une structure linéaire assez simple, ou quand vous commencez à jouer avec pas des feedbacks, pardon, des flashbacks, partez en avant dans le temps, vous partez en arrière, vous revenez et vous jouez sur différentes temporalités. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez jongler avec tout ça? Et si on étudie un grand nombre d'histoires, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'on peut même parler d'universel? J'utilise le terme comme on le retrouve parfois en linguistique. Et s'il y a des tendances comme ça qu'on retrouve d'une histoire à une autre, c'est parce que ces histoires, elles viennent rencontrer nos attentes cognitives et les représentations cognitives qu'on peut avoir de récits, en particulier de récits un peu comme les mythes qui structurent une partie de nos communautés humaines. Voilà, c'est des questions très générales pour démarrer. Quelque chose qui est extrêmement connu, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est Hero's Journey, le chemin du héros, le voyage du héros, qui correspond à un livre qui a été écrit par Joseph Campbell en 1949, où il a adopté une approche comparative pour regarder les grands mythes, les grandes histoires qui structurent en partie les sociétés humaines, pour regarder s'il y avait des récurrences, s'il y avait des choses qu'on pouvait retrouver d'un mythe à un autre. Alors là, vous avez quelque chose de très court, mais ça résume un petit peu le message principal de son travail, même si évidemment ça rentre beaucoup plus dans les détails. Mais vous avez un héros et il commence dans un monde habituel et puis il pénètre, on va dire, dans un autre monde, un monde dans les mythes en tout cas, qui a souvent une composante supernaturelle. Il rencontre des antagonistes, et puis il y a un affrontement d'une façon générale qui va s'opérer jusqu'à une victoire décisive. Et là, le héros peut revenir et il va pouvoir apporter des choses aux personnes qu'il a quittées éventuellement au début. Voilà. Alors, ça, c'est une lecture vraiment à gros traits, mais si on rentre un petit peu plus dans les détails, vous avez, dans un grand nombre de mythes, une progression au cours de différentes étapes
toutes les étapes. Là, il y a un schéma avec 17 étapes, ce qui a été mis en avant par Joseph Campbell. Toutes ces étapes sont pas nécessaires dans tous les mythes, dans toutes ces histoires, mais voilà, elles se succèdent souvent dans un ordre qui est assez peu variable. Et cet agencement des histoires, on le retrouve dans beaucoup d'histoires classiques, et on le retrouve aussi dans des histoires beaucoup plus modernes que vous avez pu voir en étant enfant ou que vos enfants voient aujourd'hui. Donc ça s'applique très bien à l'Odyssée d'Homère, mais ça s'applique aussi très très bien à la Guerre des Étoiles. Et George Lucas s'est inspiré directement, enfin connaissait Joseph Campbell et s'est inscrit dans ce qu'il a proposé. Et Harry Potter, par exemple, est aussi un très bon exemple d'un héros qui est projeté dans un univers différent et merveilleux dans le cas d'Harry Potter, et qui va avoir un ensemble de défis, de challenges, et qui va l'amener à grandir au cours de ces épreuves. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les histoires suivent ce modèle-là. Il y a aussi tout un tas d'histoires qui rejettent ce modèle-là ou qui essaient de le subvertir, de le travailler pour proposer quelque chose de différent, pour proposer quelque chose d'innovant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux histoires, c'est qu'il y a une question d'échelle, dans le sens où quand vous regardez une histoire écrite, par exemple, si vous achetez un roman à la librairie, ce roman, il est organisé parfois en parties, en 3 grandes parties, par exemple. Donc, c'était le cas pour Madame Bovary tout à l'heure, dans une présentation antérieure. Il peut être organisé en chapitres, ce serait souvent le cas, et en scènes. Alors, des fois, les chapitres correspondent en scènes, mais bon, ça dépend un petit peu. On peut des fois avoir plusieurs scènes par chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander comment l'histoire elle est organisée à ces différentes échelles. Alors, pour faire une petite analogie rapide, si vous pensez à la consommation d'électricité, par exemple, dans la ville de Chicoutimi, vous allez voir des variations au cours des 24 heures que dure une journée. Quand tout le monde dort la nuit, il y a peut-être un peu moins d'énergie qui est utilisée que quand tout le monde est là à 19 heures en train de faire tourner un four, une machine à laver, etc. Et puis, si vous regardez, il y a aussi des variations au cours de la semaine. Parce que le week-end, on est à la maison, en semaine, on est au travail peut-être, ça introduit des variations. Et puis, il y a aussi des variations au niveau des saisons, parce qu'en hiver, vous allez devoir chauffer beaucoup plus, en été, ça va faire des différences. Et donc, à différentes échelles de temps, vous voyez différentes structures apparaître. Et dans les histoires, c'est un petit peu la même chose. Alors, je prends juste un exemple, encore une fois, quelque chose de très, très simple et très, très classique. Il y a souvent cette idée que vous partez, vous avez un point de départ, vous exposez un peu la situation, vous avez quelque chose qui se produit, qui va entraîner le protagoniste principal ou les protagonistes principaux dans une nouvelle situation. Ils font face à des complications de plus en plus importantes jusqu'à ce qu'il y ait une crise, un climax, et puis qu'il y ait un dénouement, une résolution, et qu'on arrive à un nouvel état, et généralement c'est la fin de l'histoire. Et quand vous avez une structure comme ça, et vous pouvez regarder par exemple des gens qui donnent des conseils pour écrire, vous pouvez aller voir StoryGrid online par exemple, sur Internet, et ils vont vous dire cette structure-là, on la trouve au niveau de l'histoire en entier, dans son intégralité, mais on doit aussi retrouver ces structures au niveau de chaque scène. Donc vous avez une imbrication, et si vous avez 3 actes par exemple, au niveau des actes, ça peut être aussi intéressant d'avoir ces structures. Donc, on a une approche un peu multi-échelle, et c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on y regarde la littérature et les études académiques en littérature, c'est le domaine, en tout cas pour la vaste majorité des études, d'approches qui sont très détaillées, qui sont en profondeur, qui sont qualitatives. Et en humanité numérique, le terme qu'on emploie assez souvent, c'est close reading. Et ça vient avec tous les bénéfices et les réussites qu'on peut avoir quand on essaie vraiment de rentrer dans la profondeur du texte, quand on essaie de se l'approprier et d'en faire une analyse, une critique qui vraiment met en branle la richesse de l'analyse qualitative et de ce qu'on est capable de faire quand on passe du temps sur un texte, qu'on vraiment on le décortique. Et évidemment, quand on fait ça, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que les principes assez simples dont je viens de parler il y a 2-3 minutes. Alors, ceci étant dit, il y a quand même un ensemble de chercheurs, un ensemble de personnes qui sont intéressées par développer des approches qui sont computationnelles, plus quantitatives, pour étudier les œuvres littéraires. Et on peut en fait étudier au moins 2 niveaux différents. On peut s'intéresser plutôt à la forme, à la surface du texte, le style littéraire, appelons-le comme ça, et puis le contenu, qu'est-ce qui est raconté dans l'histoire. Et donc là, vous avez un ensemble d'outils qui vient du traitement de la parole, traitement automatique de la parole, ou plus précisément du traitement automatique de texte, on va appeler text mining en anglais, des outils qui sont assez
agnostiques, si on peut employer ce mot-là, et qui vont pouvoir permettre, par exemple, d'étudier le style d'un écrivain, la façon dont il va agencer les mots dans les phrases, à quel point il va utiliser des adjectifs et des adverbes par rapport à tel ou tel autre écrivain. Et puis, on utilise des approches comme l'analyse de sentiments. On va essayer de suivre au cours de l'histoire comment les phrases sont plus ou moins positives ou négatives en termes d'émotions pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et je vais vous détailler ça dans 2 secondes. Ce qui est intéressant quand on a ces approches quantitatives, c'est qu'elles sont automatisables pour l'ordinateur, pour la machine. Si vous avez décrit le processus à suivre, analyser une œuvre ou en analyser 10 000, ça prend plus longtemps avec 10 000 forcément, mais vous pouvez lancer et attendre et ça va venir. Et donc ça vous permet de chercher des schémas d'organisation à travers de très nombreuses œuvres. Et là, la lecture de l'œuvre, elle se fait plus à distance. On n'a pas la profondeur de l'analyse qualitative, mais par contre, on peut étudier 10 000 œuvres et voir s'il y a des choses qui ressortent de cette analyse à grande échelle. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Imaginez que vous prenez un ensemble de romans, d'histoires qui ont été écrites par différents auteurs. Vous les trouver par exemple sur une plateforme en ligne comme gutenberg.org où vous avez accès aux textes de dizaines de milliers d'œuvres dans le domaine public. Et puis, dans ces œuvres-là, vous allez les analyser automatiquement avec la machine pour essayer de vous centrer sur les caractères, de faire ce qu'on appelle de l'extraction d'entités nommées pour essayer de voir où sont les protagonistes, quand est-ce qu'ils apparaissent au cours de l'histoire, et en particulier, est-ce qu'ils apparaissent ensemble ou pas. Voilà. Quand vous faites ça, quelque chose qui a pendant longtemps été assez difficile à faire, c'est en particulier de faire de la résolution de coréférence. Et ça, c'est par exemple quand vous avez un personnage qui est introduit, et qu'après, pour le désigner, on va utiliser il ou elle. Et son et ça. Et pour nous, on a l'équipement cognitif qui nous permet de faire ça très facilement. Mais pour une machine, faire correspondre il ou elle au personnage qui a été introduit avec son nom quelques lignes auparavant, quelques phrases auparavant, c'est souvent plus difficile qu'on l'imagine peut-être de premier abord. Donc, admettons qu'on sache faire cela. Vous avez votre histoire, vous avez vos différents protagonistes, et puis vous allez considérer qu'ils sont connectés l'un à l'autre si ils apparaissent ensemble dans une courte fenêtre de texte. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir fabriquer un réseau de connexion entre ces protagonistes. Et puis, quand vous avez un grand nombre d'œuvres, vous allez avoir plein de réseaux de connexion. Et vous allez pouvoir voir si certains auteurs, par exemple, ont tendance à créer des réseaux qui sont très connectés entre leurs personnages, ou au contraire des réseaux avec une structure plus peut-être éclatée, plus vaste. Et donc, vous pouvez analyser un peu les propriétés, on va dire, topologiques de ces graphes, de ces réseaux de connexion, et essayer de dire quelque chose sur est-ce que des auteurs se ressemblent plus ou moins sur la base de la façon dont ils connectent leurs personnages les uns aux autres. Voilà. C'est un bon exemple d'approche quantitative que vous pouvez mettre en place. Et le deuxième chose dont je vais vous parler pour cette introduction, c'est ce que je vais reprendre par la suite, vous allez voir, c'est ce qu'on va appeler étudier, rechercher, extraire des arcs émotionnels dans les histoires, c'est-à-dire on s'intéresse à comment les émotions, ou ce qu'on appelle des fois sentiment en anglais, le sentiment, encore une fois, se développe et progresse alors que une personne lit l'histoire. Voilà. Alors, on peut s'intéresser à différentes émotions, on peut essayer de suivre la colère ou la joie ou la tristesse. Ce qui est fait assez souvent, c'est qu'on va s'intéresser à une valence émotionnelle, donc c'est ça qu'on appelle sentiment souvent en anglais, c'est-à-dire on va regarder si, en gros, la phrase est plutôt positive, donc avec des émotions plutôt positives, ou plutôt négatives. Alors soit vous dites -1 négatif, +1 positif, ou vous dites -1 négatif, +1 positif, 0 neutre, ou encore l'idée c'est de pouvoir à chaque phrase, ou à chaque petit paragraphe, donner un score entre -1 et 1, et -1 c'est très négatif, -0,5 c'est assez négatif, 0 c'est neutre, 0,5 c'est plutôt positif, et 1 c'est très positif. Voilà. On peut faire ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Voilà le genre de représentation que vous pouvez construire. Imaginez que vous traitez toutes les phrases d'un roman. Alors voilà, le dernier tome des aventures de Harry Potter. Vous traitez phrase par phrase. Pour chaque phrase, vous calculez un score, un sentiment score, un score émotionnel, entre -1 et 1. Alors, si vous représentez toutes les phrases, votre graphique, il va faire comme ça, parce que d'une phrase à l'autre, ça varie beaucoup. Donc, ce que vous faites généralement, c'est que vous lissez ça, et quand vous lissez ça, vous allez obtenir, par exemple, une courbe
qui peut ressembler à ça. Et vous allez pouvoir voir qu'au cours de l'histoire, il y a des moments où les émotions sont plutôt positives, puis plutôt négatives. Et souvent, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Ça descend peut-être en particulier à la fin quand on approche vers le dénouement, quand c'est la crise. Et on peut, si on connaît l'œuvre, souvent faire correspondre des parties de l'histoire, bien sûr, au pic ou au creux de la courbe. Et évidemment, ça fait sens parce que la courbe suit l'histoire, encore une fois, phrase par phrase. Alors, vous pouvez faire ça sur une œuvre, ou vous pouvez prendre plus de 1000 œuvres, ou 2000 ou 3000, suivant ce que vous pouvez avoir. Évidemment, vous avez des critères de sélection pour pas mélanger tout et n'importe quoi, mais vous avez accès à cette information-là, encore une fois, gutenberg.org sur Internet. Vous pouvez télécharger ces œuvres, le texte intégral. Vous pouvez appliquer des méthodes pour calculer les émotions. Donc là, je vous parle d'une étude qui a été publiée en 2016, donc ça fait déjà un petit moment. Ils avaient utilisé un outil que vous pouvez aussi trouver sur Internet, qui s'appelle l'édonomètre, et qui fonctionnait relativement bien pour donner le sentiment, plus ou moins positif, plus ou moins négatif, d'une phrase. Et quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec plus de 1000 trajectoires émotionnelles. Et quand vous avez ces 1000 trajectoires, vous pouvez essayer de les regrouper en trajectoires qui ont à peu près la même forme. Et donc, vous voyez ici 6 schémas d'évolution des émotions. Et le papier, en gros, a dit, voilà, il y a 6 formes d'histoire. Il y a des histoires où ça commence plutôt négativement et ça s'améliore avec le temps jusqu'à la fin de l'histoire. Des histoires où c'est l'inverse, plutôt des tragédies. Des histoires où ça commence bien, après ça se passe pas bien, puis ça revient bien à la fin. Et puis des histoires encore avec des schémas un petit peu plus compliqués. Et vous avez si vous regardez un grand nombre d'histoires, elles tombent toutes dans l'une ou dans l'autre catégorie. Alors évidemment, il y a des limites, ça généralise un petit peu trop, mais on a des techniques pour regrouper, clusteriser des séries temporelles. C'est des genres de choses qu'on peut faire quand on s'intéresse à l'apprentissage automatique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une étude typique, une approche quantitative, computationnelle, d'une question, on va dire, littéraire, qui est comment les histoires sont-elles structurées en termes d'émotions au cours du temps. Alors voilà. On peut aller au-delà des émotions. Alors ça, c'est un petit schéma qui est extrait de la thèse d'une étudiante qui a fait sa thèse avec moi sur les structures narratives avec des approches quantitatives, où on peut mettre en place un pipeline, un processus avec différentes briques de traitement automatique de la parole pour aller chercher est-ce que les protagonistes sont actifs ou plutôt passifs, est-ce que les phrases sont plutôt positives ou négatives, est-ce qu'on peut avoir ce qu'on pourrait appeler un engagement cognitif de la part des protagonistes, ou encore essayer de travailler les relations sociales entre ces protagonistes. Et toujours très important d'arriver à faire la résolution des coréférences, donc les pronoms personnels, des choses comme ça. Et puis, on a différentes techniques ici. Il y a des techniques très simples, où on va utiliser des dictionnaires de termes, par exemple, en disant ces termes-là, c'est des émotions positives, ces termes-là, c'est des émotions négatives. On a en fait des outils comme le LIWC, Linguistic Inquiry and Word Count. C'est un outil que vous pouvez trouver en ligne et qui va vous permettre d'analyser un texte suivant tout un tas de dimensions en fonction des mots qui apparaissent dans ce texte-là. Et c'est un outil qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un service payant, mais ça permet d'analyser les textes suivant tout un ensemble de dimensions. Et on va pouvoir caractériser une histoire, cette fois juste pas par une seule courbe, mais par plusieurs courbes. On va pouvoir faire des modèles statistiques, on va pouvoir imaginer faire tout un ensemble de choses avec des techniques, on va dire, d'intelligence artificielle, machine learning, apprentissage automatique. Alors, quand vous regardez les approches classiques, qui ont évidemment dominé jusqu'à assez récemment, avant l'arrivée des grands modèles de langage, vous avez des méthodes qui sont basées sur des dictionnaires, mais des méthodes très simples basées uniquement sur un dictionnaire. Quand vous avez dans la phrase des structures syntaxiques un peu compliquées, généralement ces méthodes-là, elles ne marchent pas très bien, pardon. Vous pouvez prendre une approche avec un dictionnaire et puis rajouter des règles un peu de compréhension de la phrase, et ça va marcher un petit peu mieux, mais ça rencontre aussi très vite ses limites. Donc pour faire très simple, Hermione est contente. Contente, c'est un mot positif. Donc la phrase Hermione est contente, Hermione est, c'est plutôt neutre, contente. La phrase va être positive. Mais si vous regardez juste contente, si je vous dis Hermione n'est pas contente, vous avez une négation. Si vous avez juste une approche par dictionnaire, la phrase va être considérée comme positive alors qu'en fait elle est négative. Alors vous pouvez rajouter des règles quand il y a des négations,
quand il y a des mots comme extrêmement, très, un peu, et puis essayer d'ajuster un petit peu tout ça, ça va être un peu mieux, mais il y a beaucoup de limites à faire ça. On a progressé il y a quelques années en utilisant des réseaux de neurones profonds, pas encore des modèles des grands modèles de langage, mais des réseaux qu'on a pu ajuster, faire travailler précisément sur donner un score émotionnel à une phrase ou à un ensemble de phrases. Et ça marche mieux, même s'il y a encore des petits problèmes pour comprendre le contexte, pour gérer des choses comme l'ironie, le sarcasme. Et puis, si vous voulez imaginer différentes approches, pas seulement mesurer les émotions, par exemple, à chaque fois, vous veniez entraîner et fine-tuner un nouveau modèle. Donc, ça marche mieux, mais c'est pas encore la panacée. Alors aujourd'hui, on a ces grands modèles de langage. Alors on peut dire que c'est des perroquets statistiques. En même temps, si c'est des perroquets statistiques, c'est des perroquets qui sont quand même vraiment malins. Et l'intérêt de ces modèles-là, c'est que d'une certaine façon, on peut mettre à profit des capacités d'analyse qui se rapprochent de l'analyse qualitative, mais des capacités qu'on va pouvoir déployer par l'automatisation à des échelles plus importantes en considérant un grand nombre d'œuvres. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut peut-être toucher à ce qu'on peut faire avec le distant reading, avec la profondeur du close reading. Alors, il y a des limites quand je dis ça, mais c'est un peu l'idée de fond sur laquelle je veux insister. Voilà. Close reading et distant reading, avoir les avantages des deux, c'est la promesse peut-être que peuvent faire ces grands modèles de langage, ou certains d'entre eux. Voilà. Donc, ça c'est le point de départ. Comment on fait ça? Donc, je vais essayer de vous de présenter, de déplier un processus pour arriver à faire quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les grands modèles de langage, c'est qu'il n'y a plus nécessairement besoin de fine-tuning. Et quand vous avez un grand modèle, faire du fine-tuning, ça reste une opération qui est coûteuse. Vous avez un papier qui a plutôt bien marché. Il est cité au moins, je pense, 55 000 fois aujourd'hui. Les grands modèles de langage peuvent apprendre juste sur la base de quelques exemples que vous leur donnez. Et parfois même sans exemple du tout. À partir du moment où vous donnez des explications très claires, très précises de ce que vous voulez, et éventuellement 1, 2 ou 3 ou un peu plus d'exemples de la tâche que vous voulez réaliser, et parfois pas d'exemple du tout, et ben le modèle va réussir à faire la tâche d'une façon qui peut être satisfaisante, voire vraiment très satisfaisante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient assez facile, en écrivant différents prompts, d'aller approcher différentes dimensions de l'histoire, et je vous parlerai de différentes dimensions par la suite pour que ce soit un petit peu plus concret, ce terme de dimension. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces grands modèles de langage, c'est... Moi, je suis un très grand partisan de passer du temps à écrire des prompts et à les raffiner et à les reprendre. Et c'est ce que je fais beaucoup. Et quand vous faites ça, vous pouvez vraiment avoir un gain de performance qui est très net. C'est tout à fait possible de dire à ChatGPT ou à Claude ou à Grok ou à celui que vous aimez bien, est-ce que tu peux me faire une analyse de sentiment des phrases suivantes et pour chaque phrase, donne-moi un score entre -1 et 1. Il n'y a pas besoin de lui dire que -1 c'est négatif et 1 c'est positif, parce qu'il sait très bien ce que c'est du sentiment analysis. Et si vous lui faites faire ça, il va vous donner un résultat qui sera déjà très convaincant et puis qui sera meilleur que les meilleures approches qu'on avait avant les grands modèles de langage. Néanmoins, vous pouvez faire mieux que ça en termes de compréhension, d'évaluation de ce qui se passe, de qualité des sorties, en écrivant des prompts plus complets, où vous allez être plus rigoureux sur vos instructions, vraiment pour guider la machine vers où vous voulez aller, pour vraiment satisfaire vos contraintes, et puis demander surtout pas seulement une réponse, mais une justification de la réponse. Et ça, généralement, vous demandez cette justification avant de demander la réponse. Ici, un score, par exemple, numérique, parce que dans la façon dont marche un grand modèle de langage, le fait d'avoir une explication avant, ça va aider à choisir les bons tokens quand vient le temps de la réponse finale. Et donc ça offre une perspective vraiment intéressante, ça ressemble au train de pensée, donc chain of thought. Ça vous permet de juger un petit peu est-ce que vous êtes satisfait ou pas de ce que le modèle vous propose. C'est pas parfait parce que vous pouvez toujours remonter un cran en arrière, est-ce que la justification est de qualité, mais quand même ça vous apporte quelque chose d'intéressant et je vais illustrer ça. Voilà. Dernière chose, et je vais travailler avec ça, c'est que quand vous travaillez avec les grands modèles de langage, un truc sympa, c'est que vous pouvez vous centrer sur un personnage.
D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez analyser le sentiment plus ou moins positif ou négatif, les émotions plus ou moins positives ou négatives, vous pouvez dire, voilà, est-ce que la phrase est positive ou négative? Ça, c'est pas la même chose que de demander pour Elizabeth Bennet dans Pride and Prejudice, pour elle, à ce moment-là, est-ce elle fait l'expérience a priori d'émotions positives ou d'émotions négatives? Parce que vous pouvez très bien avoir une situation où tout le monde est content et le personnage principal, lui, à ce moment-là, il passe un mauvais quart d'heure. Et donc, il y a des écarts qui peuvent être là, mais nous, quand on lit une histoire, généralement, on a tendance à s'identifier avec les protagonistes. Donc, une approche qui est basée sur les protagonistes de l'histoire, qui se met vraiment dans leurs chaussures, qui adopte leur perspective, c'est intéressant. Et donc, la question, c'est est-ce qu'un grand modèle de langage est capable de faire ça? Et ma réponse, c'est oui, ça a l'air de faire ça plutôt bien. Voilà. Pour réussir à faire quelque chose comme ça, il ne faut pas juste aller regarder des mots dans une espèce de dictionnaire, il faut être capable de comprendre l'histoire, de comprendre le contexte et les mots en eux-mêmes pour voilà, arriver à se glisser, encore une fois, dans la tête du personnage sur lequel vous centrez votre attention. Alors ça, c'est juste très rapidement pour vous montrer. Je ne sais pas si c'est assez visible, mais ici, vous avez une courbe en gris. Voilà. Et ça, c'est une courbe, c'est le premier livre d'Harry Potter, où vous suivez, vous faites sentiment analysis général. Voilà, vous regardez est-ce que les phrases sont plutôt positives ou négatives. Et la deuxième courbe, c'est une courbe où vous suivez les émotions de Harry Potter en particulier. Et ce que vous voyez, c'est que des fois, c'est assez proche, et puis il y a des fois où les phrases elles-mêmes, elles sont plutôt positives, mais pour Harry Potter, les émotions, elles sont moins positives. Enfin, en tout cas, c'est pas la même chose. Donc, vous avez ce décalage, on peut le voir si on contraste les deux approches. Alors, ici, je ne vais pas parler d'émotions tout de suite encore, je vais m'intéresser sur quelque chose qui a un aspect important, assez central de grand nombre d'histoires, pas forcément toutes, c'est est-ce que le personnage principal ou les personnages principaux fait preuve d'agentivité? Est-ce qu'il est actif en fonction, en face de ce qui lui arrive? Est-ce que face à un problème, il baisse pas les bras, il essaie d'apporter une réponse au problème? Est-ce qu'il va, dans une situation dangereuse, par exemple, être courageux et essayer de progresser, d'apporter une réponse, de résoudre le problème qui se pose en face de lui? Ou au contraire, est-ce qu'il va être passif? Est-ce qu'il va ne pas faire face au problème? Et on va dire, quand le score d'agentivité est 1, le personnage est très actif, fait preuve de beaucoup d'agentivité, et quand c'est -1, c'est l'inverse, et puis 0, c'est la neutralité, et puis on peut imaginer des scores intermédiaires. Voilà. Une fois qu'on a défini l'agentivité comme ça, c'est une définition assez générale, c'est comment est-ce que ça évolue au cours d'une histoire? Et puis, cette agentivité, est-ce qu'on peut la relier à d'autres éléments, d'autres dimensions de l'histoire? Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un livre que vous avez peut-être lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. C'est un livre bon, qui a bien sûr connu un très grand succès. C'est Siddhartha de Hermann Hesse, donc qui raconte l'histoire de Siddhartha et de son trajet de vie pour atteindre le nirvana, et avec un certain nombre d'étapes au cours de son parcours. Ça suit relativement bien le Hero's Journey, même si c'est une approche, c'est une réflexion très philosophique sur la nature de l'existence, ancrée dans la tradition de pensée bouddhiste. Mais voilà, je vais prendre cette œuvre-là, traduite en anglais, et je vais travailler avec deux modèles de langage. Donc c'est en fait, je vais travailler avec un modèle, GPT 4.1 d'OpenAI. Quand j'essaie des modèles moins performants que celui-là, souvent, ils vont avoir du mal à traiter mes phrases avec la régularité dont j'ai besoin. Les sorties vont être un peu dégradées. Donc là, j'ai besoin d'un modèle qui soit vraiment puissant, mais il faut expérimenter avec des modèles. Je voudrais expérimenter avec moins puissant dans le temps, et je n'utilise pas l'interface d'OpenAI comme beaucoup de monde. Je fais un appel API, donc je vais interroger OpenAI via du code informatique. Ça se fait assez bien si vous maîtrisez un peu la programmation. Et puis, je vais écrire un prompt. Et dans ce prompt-là, je vais être vraiment précis. Mon prompt, c'est pas 2 lignes. Mon prompt, c'est 1 page et demie. Et je vais lui donner un rôle, celui d'un écrivain et plutôt d'un analyste, d'un critique littéraire. Je vais lui dire très clairement qu'il y a une emphase sur le personnage principal, et je vais lui donner son nom. Voilà. Je vais expliquer très clairement ce que j'entends par agentivité, donc ce que je veux qu'il mesure. Je vais donner des exemples de cas où l'agentivité, où le personnage est très actif et où le score devrait être
1 ou proche de 1, et puis des cas où c'est l'inverse, où le score devrait être bas. Je vais lui dire très précisément qu'il doit faire de la résolution de coréférence, que c'est important de le faire pour qu'il puisse bien faire son analyse, et je vais lui demander à chaque fois une courte explication avant de me donner un score d'agentivité. Donc ça prend un moment à écrire, ça prend un moment à tester aussi, et je lui demande de faire une analyse phrase par phrase, et en lui disant qu'une phrase, ça s'analyse dans le contexte des phrases précédentes, et je travaille chapitre par chapitre de roman. Voilà. Donc ici, dans Siddhartha, il y a 13 ou 14 chapitres. À chaque fois, je donne des blocs, toutes mes explications, le chapitre, et je lui demande son travail. Ce que je fais, c'est ce qu'on peut appeler aspect-based, donc une approche basée sur l'aspect. Ça ne se traduit pas bien en français, mais je vais vous donner un exemple qui va être très parlant. Si vous avez une phrase comme à ce restaurant, la nourriture n'est pas terrible, mais la vue est incroyable. Vous avez un aspect positif dans la phrase et un aspect négatif. Si vous donnez un score pour la phrase, le plus va aller à l'encontre du moins et ça va se neutraliser. Par contre, si vous êtes capable de dire la nourriture n'est pas terrible, ben là, vous êtes capable de donner un score négatif et vous avez après un deuxième bloc, la vue est incroyable et là, vous pouvez donner un score positif. Donc, vous travaillez en gros sur des extraits de phrases qui sont pertinents pour évaluer l'agentivité du protagoniste. Donc, c'est ça vraiment que je demande à la machine de faire. Et dernier point, je ne lui demande pas juste une réponse en texte, je lui demande une réponse qui est structurée avec quelque chose qu'on appelle JSON en informatique, ce qui va me permettre de très vite tout récupérer et de mettre dans des tableaux pour toutes les étapes successives après de traitement de ces résultats pour voir ce qui se passe, pour fabriquer différents tableaux sous Excel, sous R, sous n'importe quoi. C'est juste pour vous donner un petit exemple, un petit morceau de mon prompt, et c'est un peu générique. Ce qu'il faut imaginer, c'est que toutes les parties en bleu, si j'utilise une œuvre ou après je travaille sur une autre œuvre, je peux remplacer. Donc, name, ça pourrait être Harry Potter, ou ça pourrait être Elizabeth Bennet ou ça pourrait être Siddhartha. Voilà. Et puis, par exemple, mettons que Siddhartha, on l'appelle aussi Gautama, je peux aussi donner les autres noms. Et en fait, ce petit passage du prompt, c'est pour lui dire, voilà, des fois, le personnage auquel tu t'intéresses, il peut être référé avec des pronoms personnels, singuliers ou pluriels. Tu dois faire de la résolution de coréférence, c'est-à-dire identifier à quoi ces pronoms réfèrent avec l'aide des phrases d'avant, parce que ça, c'est ça qui va te permettre d'analyser la situation comme il faut. Et ça, c'est un petit bout du prompt. Voilà. Je fais tourner tout ça. Ça prend 10 minutes pour Siddhartha, juste pour cet aspect-là. Si je fais une représentation de ce que j'ai sans faire aucun travail dessus, ça ne me donne pas quelque chose de très lisible, parce que d'une phrase à une autre, ça bouge beaucoup le score. Un point important, c'est que si vous regardez, ça marche le laser ou pas? Ouais, ça marche. Ici, vous avez un peu des plateaux. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas complètement à l'aise, mais néanmoins, c'est qu'il y a des phrases dans lesquelles vous n'avez pas d'informations sur l'agentivité. Et ce que je me suis dit, mon raisonnement, c'est que quand vous lisez quelque chose sur le personnage et vous avez une indication claire qu'il est très actif, si pendant quelques phrases après, on n'a pas d'informations sur l'agentivité, on va garder en tête qu'il est actif jusqu'à temps que notre représentation de comment est le personnage soit mise à jour par une nouvelle phrase où l'agentivité peut être évaluée. Voilà. Donc, on a des petits plateaux un peu comme ça, pas tant que ça. Voilà une représentation primaire. Et donc, si on lisse, et là, je vais utiliser ce qu'on appelle un petit fenêtrage, c'est-à-dire que le score pour une phrase, au lieu de prendre le score exactement de cette phrase-là, je vais prendre le score de la moyenne d'une petite fenêtre de phrase en amont et en aval de cette phrase-là. Et si la fenêtre est petite, je vais lisser, mais pas trop. Donc, c'est la courbe que vous allez voir en vert clair. Donc, ça bouge beaucoup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, si je lisse davantage, je vais regarder l'histoire à une autre échelle et je vais avoir, par exemple, cette courbe en vert foncé. Et là, vous voyez que vous regardez des mouvements de l'histoire qui sont plus amples. De la même façon que si vous lisez un résumé d'un film, je ne sais pas, Wikiplots, voilà, les résumés d'histoires de films, vous allez avoir une vision du film voilà, avec une certaine distance. Vous n'avez pas tous les petits détails de chaque scène. Donc, on peut plus ou moins lisser pour regarder différentes échelles. Maintenant, là, ici, j'ai pris 10 phrases ou 100 phrases pour moyenner, pour lisser. Pourquoi pas 115 et 15? Je n'ai pas vraiment une bonne raison de prendre 100 et 10. Donc, il y a à quel point il faut lisser
Quelle est la bonne distance pour regarder le texte? Il n'y a pas une réponse évidente à une question comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai toutes les données. Là, je vous montre une courbe, mais cette courbe, c'est la synthèse d'un vaste ensemble d'informations que le grand modèle de langage m'a retourné. Donc, par exemple, ici, je vois que l'agentivité, le score, il est resté à 1 pendant un petit moment. Donc ça, c'est une période où le héros... Excuse-moi, pour l'enregistrement, il faut que tu sois proche du micro. Tu peux utiliser le laser pour le pointer. Oui, d'accord, pardon. D'accord, pardon. Donc oui, parce que c'est assez fin. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, le laser, ça passe quand même, oui. Ok, très bien. Pardon. Donc ici, il y a un moment où Siddhartha a été très actif. D'accord. Je sais qu'en fait, ça, c'est la fin du chapitre 3, parce que je peux caler les débuts et les fins de chapitre. Le chapitre 3, c'est le moment où Siddhartha rencontre un éveillé, un Bouddha qui s'appelle Gautama. Et en fait, je peux aller regarder ce que le modèle m'a dit exactement pour les phrases à la fin du chapitre 3. Et quand je regarde les phrases à la fin du chapitre 3, il y a un ensemble de phrases où le grand modèle de langage, GPT, m'explique qu'en fait, à ce moment-là, je lis la justification du score, qui est un score effectivement qui est très élevé, qui a 1, qui est le score maximal. C'est le moment où Siddhartha dit à Gautama, c'est très bien, mais moi, je ne veux pas devenir ton disciple pour atteindre l'illumination. C'est pas comme ça que ça va marcher. Je veux faire l'expérience par moi-même, faire le cheminement par moi-même. Et ce que dit le modèle, c'est qu'à ce moment-là, Siddhartha, il fait preuve de beaucoup d'agentivité puisqu'il renonce à suivre le maître pour vraiment exercer son libre arbitre, exercer son choix de tracer sa propre voie, pour dire les choses un petit peu simplement. Donc, quand vous lisez les justifications, c'est exactement ce que le grand modèle de langage vous propose, et voilà, ça fait plutôt sens, quoi. Ça marche, c'est pas mal. Vous prenez une autre partie de l'histoire. Là, cette fois, l'agentivité, elle est très basse. C'est à peu près au milieu de l'histoire, si on compte le nombre de phrases. Et puis, c'est le moment, c'est le début du chapitre 7, c'est le chapitre qui s'appelle Sansara. Et quand vous allez regarder encore une fois, vous pouvez aller lire l'histoire vous-même et vous pouvez regarder ce que le modèle vous dit. Et quand vous êtes là, en fait, Siddhartha, pendant un moment, en fait, il a essayé d'embrasser une vie dans un village, en travaillant pour un marchand, en devenant très riche, en profitant de la vie. Et il finit ce passage-là où, en gros, il est complètement perdu, il s'est perdu dans cette voie-là. Et c'est le moment où il se sent vraiment un peu désespéré de ça. Et il est plus capable d'agir, il est plus capable de se prendre en main pour essayer d'avancer. Et encore une fois, quand vous lisez les explications pour les scores que vous propose le grand modèle de langage, ça colle assez bien à en tout cas, moi, ce que je dirais en lisant l'histoire, mon interprétation. Donc, vous pouvez aller remonter à la source, à la sortie brute du grand modèle de langage. Ce que vous pouvez faire, quand vous avez une courbe comme ça, vous pouvez aussi mesurer l'agentivité moyenne. Vous pouvez regarder la variance. Vous pouvez regarder si ça a tendance à monter avec le temps ou si ça a tendance à descendre. Vous pouvez mesurer un ensemble de choses. Donc, par exemple, dans une histoire comme Siddhartha, est-ce que plus l'histoire avance, plus Siddhartha est actif ou pas? Dans cette histoire-là, pas vraiment. La tendance linéaire est vraiment très, très plate, très proche d'une ligne horizontale. Alors évidemment, là, la question c'est, et si on regarde d'autres histoires, est-ce que ça change? Donc j'ai fait exactement la même chose avec le portrait de Dorian Gray, avec Alice au Pays des Merveilles, Pride and Prejudice, les aventures de Tom Sawyer et Autour du monde en 80 jours. Même traitement, même approche, exactement la même approche. Là, vous voyez, pour le portrait de Dorian Gray, pour les 4 premiers livres que j'ai cités, vous voyez les courbes et vous voyez que, il y a toujours de la fluctuation, mais il y a des différences. Si vous regardez Alice au Pays des Merveilles, vous voyez par exemple que la courbe, on voit quand même qu'elle a tendance à augmenter avec le temps, alors qu'il y a des endroits où c'est pas, pour d'autres livres, d'autres histoires, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est Autour du monde en 80 jours. C'est pareil, on voit pas une tendance très nette, mais on voit qu'il y a des histoires où il y a plus de variations, par exemple, et d'autres où il y en a moins. Et donc, si je calcule, par exemple, en moyenne, l'agentivité, entre Siddhartha et le portrait de Dorian Gray, Siddhartha, par exemple, en tout cas, le LLM me dit qu'il est plus actif en moyenne que Dorian Gray. Et puis, après, vous avez Phileas Fogg dans le voyage autour du monde en 80 jours, qui est quand même, avec un score presque à 0,5. On peut contraster les histoires selon ces scores-là. Il y a des histoires comme Alice, où le personnage est quand même en moyenne
de plus en plus actif au cours de l'histoire, et d'autres histoires où il devient légèrement moins actif. Donc on peut comparer. On peut comparer parce que c'est exactement la même approche, le même prompt que j'ai utilisé pour les différentes histoires. Donc Siddhartha, il a plus d'agentivité que Dorian Gray, mais par exemple, il a moins de transition d'un état où il est plus actif à un état où il est moins actif, ou inversement, que Dorian Gray. On peut essayer de reproduire cette méthode pour un grand nombre d'œuvres littéraires, et puis essayer de voir est-ce qu'on peut trouver des groupements d'œuvres littéraires sur la base de ces descriptions de comment l'agentivité change au cours du temps. Peut-être on peut contraster en fonction du genre du protagoniste ou du genre de l'auteur. On peut imaginer d'aller dans différentes directions. Après, on peut peut-être faire d'autres choses qui sont aussi, ou voire plus intéressantes. C'est de ce dont je vais vous parler maintenant. Il est... Ok. Ok. On peut regarder l'agentivité. Est-ce que le personnage il est actif ou pas actif? Mais on peut regarder aussi les difficultés qui se posent à lui. Est-ce que c'est des difficultés relativement faciles à résoudre ou au contraire des difficultés importantes? On peut essayer de demander ça à la machine. On peut regarder les émotions plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. Et puis on peut aussi regarder est-ce que le personnage il est tout seul ou il est entouré d'autres individus, ou alors dans des histoires fantastiques, ça pourrait être des fantômes, des esprits, ce que vous voulez, des animaux qui parlent. Bon, on peut aller des êtres animés d'une façon générale. Et donc à chaque fois pour ces trois nouvelles dimensions de l'histoire, j'ai écrit un prompt bien détaillé qui suit la structure du premier pour l'agentivité, mais avec évidemment qui est adapté à ce que je veux étudier. Et je vais pouvoir avoir des nouvelles courbes. Donc là ici, je vais avoir une courbe qui va me montrer est-ce que les difficultés auxquelles est confronté le personnage principal, indépendamment de s'il s'y attaque ou pas, est-ce qu'elles sont plutôt faciles à résoudre ou est-ce que c'est des difficultés qui sont vraiment importantes? Et donc là, par exemple, il y a un endroit où la difficulté est vraiment importante ici. Et pareil, toujours pareil, je peux aller voir les sorties de mon modèle et les justifications. Et c'est le moment où Siddhartha contemple la possibilité de se suicider avant de changer d'avis et de continuer sa progression spirituelle. Vous pouvez regarder les émotions. Vous avez un endroit où les émotions sont très négatives ici, par exemple. Donc c'est pareil, c'est des courbes, mais cette fois, c'est l'émotion de Siddhartha au cours de l'histoire. Et à ce moment-là, dans l'histoire, si vous allez voir, c'est le moment où il a retrouvé son fils, mais son fils prend la fuite et ne veut pas rester avec lui. Et il souffre du départ de son fils avant d'arriver à transcender cette difficulté. Vous regardez, est-ce que Siddhartha est avec les autres ou pas? Voilà un moment où le grand modèle de langage vous suggère qu'il est tout seul. Si vous allez voir, effectivement, ça correspond à un moment où Siddhartha est tout seul pendant un moment où il réfléchit à l'expérience qu'il vient de vivre avec Gautama, avec le Bouddha qu'il a rencontré. Et vous avez les extraits, vous avez la justification, vous avez le score. Donc vous avez beaucoup de données, bien sûr. Alors vous pouvez vous poser des questions comme ça. Vous pouvez regarder s'il y a des corrélations. Est-ce que les protagonistes sont plus heureux quand ils sont avec d'autres personnes ou pas? Est-ce qu'ils sont plus heureux quand ils sont plus actifs? Est-ce qu'ils ont tendance à être en face de leurs plus grandes difficultés tout seuls ou pas? Pourquoi pas? Ou alors, vous pouvez regarder les causes et les conséquences. Par exemple, est-ce que le fait d'être plus actif, ça va vous amener à être plus heureux, avec un petit décalage dans le temps? Ou est-ce que les protagonistes, ils réagissent aux difficultés les plus importantes en devenant plus actifs? Alors là, vous avez vos courbes et vous pouvez regarder s'il y a des petits décalages entre les courbes ou pas pour essayer de regarder est-ce qu'il y en a une qui plus ou moins prédit la suivante, quelque chose qui pourrait être la cause de ce qui se passe par la suite, une relation de cause à conséquence. Alors vous avez différentes façons de mesurer ça. En fait, non, pas vraiment. On peut essayer d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à de la causalité, mais qui reste une corrélation avec un décalage dans le temps. Donc il y a des outils mathématiques pour faire ça. Alors voilà, vous pouvez avoir des représentations d'une histoire avec ces différentes courbes qui évoluent, et vous pouvez voir qu'il y a des fois des courbes qui ont tendance à aller ensemble ou pas ensemble. Là, vous en avez 4, c'est déjà pas facile. Et ça, c'est à une échelle avoir une lecture assez distante de l'histoire. Quand vous avez une lecture plus des petites variations de l'histoire, si je vous donne une courbe comme ça, si vous êtes capable de me dire qu'est-ce qui se passe, vous avez vraiment une bonne capacité à analyser les représentations visuelles, quoi. C'est pas facile d'étudier là-dessus. D'étudier ça, de voir un peu quels sont ce qui est en train de se jouer. Je vais passer ça.
Alors, ce qu'on peut faire, et je vais aller assez vite, c'est faire des analyses en temps-fréquence. De la même façon que quand on analyse la parole, on peut faire des spectrogrammes. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est une transformée en ondelettes, on va dire c'est une variante de ça. Et donc là, quand vous avez une courbe comme ça qui bat de façon rythmique avec une périodicité bien établie, bah, vous pouvez faire, c'est une représentation graphique où vous allez voir que quand c'est rouge, il y a beaucoup d'énergie, bah, c'est l'énergie qui correspond à la périodicité ou à la fréquence de cette représentation-là. Mais ce qui est sympa avec les transformés par ondelettes, c'est que vous pouvez aussi explorer comment deux courbes sont l'une ou l'autre, l'une en relation avec l'autre ou pas en relation. Donc, par exemple, ici, vous avez la courbe bleue et la courbe rouge qui ont tendance à être en opposition de phase. Donc, il y en a une qui est haute, l'autre, elle est basse, et inversement. Et puis, si vous regardez, on a l'impression que la courbe rouge, elle précède légèrement la courbe bleue. Et donc ça, vous pouvez faire des représentations de ça, donc des spectres de cohérence, et vous voyez que ici vous avez ces petites flèches qui peuvent être orientées. Alors là, elles sont orientées, elles partent vers le haut et vers la gauche. L'orientation de ces petites flèches vous dit comment sont une courbe par rapport à l'autre. Là, ça ne change pas au cours du temps parce que les courbes, elles ne bougent pas. Donc vous voyez ces petites flèches, et donc la petite flèche, elle va vous dire si elle est entre 0 et pi sur 2, alors les deux sont en phase, les deux courbes sont en phase, mais il y en a une qui est légèrement avant l'autre. Si c'est entre 0 et moins pi sur 2, bah c'est l'autre qui en avance, enfin c'est la deuxième qui en avance sur la première et non l'inverse. Et puis si la flèche elle pointe vers la gauche, bah vous êtes en antiphase. Quand il y a quelque chose qui est haut, l'autre est bas et inversement. Alors quand vous appliquez ça à des œuvres littéraires, vous vous retrouvez avec des choses comme ça, un peu bizarre, c'est pas facile à analyser, et j'essaie de faire sens de tout ça. Mais là, par exemple, je regarde entre l'agentivité et le fait d'être heureux ou pas heureux pour Siddhartha, comment est-ce que ça bouge au cours du temps, mais à différentes échelles temporelles. Donc quand je regarde vers le haut, ça c'est les grands mouvements de l'histoire, alors que si je regarde plutôt vers le bas de cette image-là, je regarde les mouvements entre le fait d'être actif ou passif et le fait d'être heureux ou plutôt malheureux, comment il y a des interactions ou pas entre ces éléments-là. Alors, c'est un peu compliqué, mais ce que vous voyez, c'est que par exemple ici, j'ai toute une région où j'ai la flèche qui pointe en bas comme ça, et ça, quand ça pointe vers la droite, ça veut dire que l'agentivité et le sentiment, ils sont en phase. Voilà. Et en fait, quand je regarde ici, bah, vous pouvez avoir l'impression, vous le voyez bien ici, quand la courbe bleue, elle descend, la courbe verte, elle descend aussi, et on voit ça. Donc, quelque part, je sais que ça marche bien, parce que quand je regarde certaines de mes courbes, je retrouve ça. Maintenant, si jamais je regarde autre chose, par exemple, les difficultés auxquelles fait face Siddhartha et comment il est actif ou passif, et bien là, ce que je vois, c'est que les flèches ici, par exemple, encore une fois, dans les grands mouvements de l'histoire, elles pointent plutôt vers la gauche. Ça veut dire que c'est en antiphase. Ça veut dire quoi? Quand Siddhartha il fait face à de grandes difficultés, il agit moins. Et quand il fait face à moindre difficultés, il a tendance à être plus actif, à plus prendre son destin en main. Et encore une fois, si je regarde cette représentation-là qui correspond plutôt à des grands mouvements de l'histoire, ben vous voyez que quand la courbe bleue, verte, elle est en haut, la courbe rouge, elle est en bas, et inversement. Ça, c'est ça ce qu'on appelle une antiphase. Et donc, je peux essayer de suivre comme ça les histoires. Et je vois, par exemple, qu'ici, il y a pas mal de choses qui se passent vers le milieu de l'histoire. Il y a voilà, ce rouge-là qui correspond à des moments où les courbes ont une relation l'une avec l'autre. Je peux un peu suivre le pouls de l'histoire avec ces représentations-là. Voilà. Alors, je vais présenter juste quelques éléments. Ce que j'ai envie de défendre, même si c'est pas, je veux pas imposer ça avec force, c'est que ces grands modèles de langage, ils ont la capacité de produire des analyses narratives qui sont quand même d'une précision qui est assez bluffante. En tout cas, moi, c'est ce que je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir les justifications de la machine parce qu'on lui a demandé. Et voilà, on a tout ce corpus qui peut nous servir. Et donc, ça ouvre de nouvelles perspectives pour étudier des œuvres littéraires à l'échelle d'un grand nombre d'œuvres qu'on va pouvoir mettre en regard les unes par rapport aux autres. C'est une approche qui va permettre de venir revisiter voilà, ces grands principes structurants des histoires, pas des micro-points de détail comme on va voir dans tout un tas d'analyses littéraires qui sont très pertinents. Là, on travaille plutôt avec des grands principes, mais ça va être intéressant. Après, le truc, c'est que les données qu'on va récupérer sont très riches, mais il faut avoir l'appareillage pour les analyser. Un équipement mathématique pour vraiment essayer que leur secret soit un peu mis au jour. Combien est-ce que ça coûte de faire ça? Et combien ça prend de temps? C'est une bonne question. Avec un modèle comme GPT 4.1,
ça mange beaucoup de tokens, ça c'est clair, donc ça c'est un problème. Ça prend environ 15 ou 30 minutes par roman, 15 minutes quand c'est un court roman comme Alice au Pays des Merveilles, 30 minutes ou 40 minutes quand c'est Pride and Prejudice, parce que c'est une œuvre qui est plus longue. Et puis combien ça coûte? En gros, ça coûte entre 1 dollar et 3 dollars ou 4 dollars par œuvre. Si vous faites Le Seigneur des Anneaux, les 3 tomes, ça va être plus cher. D'accord? Donc, ça pose des questions, évidemment. Est-ce qu'il faut s'amuser avec ça, à relancer tout 15-30 fois? Ça va finir par coûter cher et c'est pas très, très amical pour l'environnement. Alors, l'idée, après, c'est qu'on va travailler sur un petit ensemble de textes, on va vraiment affiner le modèle, on va le faire, l'optimiser le plus possible, et après, on va faire tourner ça une fois, on va fabriquer un énorme corpus avec toutes les sorties, et puis on va le mettre sur une plateforme pour que les personnes qui soient intéressées par ces approches quantitatives puissent venir se saisir de ces données et déployer différentes approches mathématiques, statistiques ou encore qualitatives, mais sur la base de ces sorties-là. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment là-dessus, sur ce quoi je veux insister pour finir, c'est que pour fabriquer ces prompts-là, c'est une approche par essai-erreur, c'est une approche itérative. Si vous vous arrêtez au premier prompt qui vous donne un résultat pas trop mal, ok, ça sera pas trop mal, mais vous pouvez être sûr que ça pourrait être mieux. Vous pouvez être sûr. Ce qui est vraiment intéressant avec cette démarche-là, c'est un petit peu quand vous fabriquez un modèle informatique, une simulation informatique, vous pouvez rien laisser au hasard. Parce que dans le code, vous pouvez pas écrire dans le code informatique, ouais, là, c'est plus ou moins comme ci, comme ça. Non, ça marche pas comme ça, le code informatique. Il faut que tout soit extrêmement précisé. Quand vous écrivez un prompt, ça emprunte un peu la même démarche. Vous devez être très clair sur ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace-là d'écriture du prompt, il y a de la place pour une expertise en littérature. Le contexte que vous allez donner, il peut et il doit être informé par la recherche en littérature. Qu'est-ce que les experts en littérature disent de l'agentivité des personnages? Est-ce qu'ils ont des définitions particulières? Comment est-ce qu'on va les rentrer dans le prompt pour que ça fasse sens, pour que ça s'inscrive dans la connaissance, dans le domaine de l'analyse littéraire? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le prompt, tout à chacun peut le lire. Donc vous pouvez vous faire votre idée si vous le trouvez bien ou pas. Vous pouvez faire des suggestions pour l'améliorer. C'est plus facile à lire que du code en Python ou en R. C'est du langage naturel. Et ça se modifie, ça se travaille, ça s'améliore, et vous placez de l'expertise dans ce prompt-là. Voilà. Ce que j'ai pas du tout fait encore, mais ce que je compte bien faire à un moment, c'est de regarder est-ce que ma machine, elle fait aussi bien que des annotateurs humains. Et là, vous pouvez mettre en place une expérience pour voir si elle extrait bien tous les extraits qui sont pertinents, par exemple pour l'agentivité ou les sentiments, ou pour les émotions, et puis est-ce que les scores qu'elle donne sont raisonnables? Est-ce que des évaluateurs humains vont faire la même chose? Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez plus ou moins donner le même prompt à l'évaluateur humain qu'au grand modèle de langage, puisque c'est de la parole naturelle. Donc, il travaille vraiment sur la même base. Il va y avoir du bruit, il va y avoir des petites erreurs, il va y avoir de la variation. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce que quand on regarde à une échelle un petit peu plus distante, ces petites choses-là, ça va disparaître, ça va pas impacter l'analyse que vous allez pouvoir déployer. Est-ce que c'est du close reading? J'ai recopié ce que j'ai entendu ce matin dans une présentation de Mariam Akramifar, parce que j'ai vraiment aimé la présentation, et j'ai recopié ça. Rivendell est un espace seuil, un moment de pause dans la temporalité narrative et une instance actentielle qui prépare la quête. Il articule le récit autour d'une fonction double, protéger et transmettre. Ça, c'est une analyse littéraire riche, dense, en profondeur, qualitative. Est-ce que mon LLM sort ça en faisant son analyse phrase par phrase? Non, il va pas pouvoir me sortir ça. Donc, c'est pas vraiment du close reading comme un être humain, un expert va pouvoir faire. Maintenant, moi, quand je lis ça et quand j'entends parler du carré sémiotique de Greimas, enfin, je réentends parler de ça, j'ai plus qu'une idée, c'est est-ce que je suis capable de faire ça à un LLM en lui expliquant suffisamment bien comment est-ce qu'on essaie de travailler sur un carré sémiotique de Greimas, ou comment je peux essayer de regarder la fonction actentielle de certains environnements, de certains lieux dans l'histoire. Pourquoi pas? Il faut essayer pour voir. Je vais passer sur le travail suivant, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans différentes directions. Je peux revenir si vous avez quelques questions, et je vous remercie pour votre attention.